Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. On l'attend de pied ferme. Le rapport de Charles Aloncle devrait être publié dans les prochaines heures. Sortie imminente donc pour ce rapport sur l'audiovisuel public. Sans attendre, certaines mesures sont déjà sorties. Il faut les découvrir dans le Figaro. Secrétaire général du syndicat national des personnels de communication et de l'audiovisuel, Jean-Jacques Cordival avait fait sensation lors des travaux de la commission d'enquête en pointant les frais de cocktail et les sommes dépensées par France Télévisions à Cannes. Il va nous donner son point de vue sur les premières préconisations du texte. Plus 15%, c'est ce qui vous attend depuis le 1er mai sur votre note de gaz. Est-ce le début d'une longue série? Notre énergie va-t-elle tuer après avoir plombé nos factures? Réponse éclairage de Philippe Charlez. Il est spécialiste des questions énergétiques au think tank Le Millénaire. Il avait 14 ans quand il a appris l'assassinat de sa mère et de son petit frère par une connaissance. Louis Poisson témoigne et raconte comment il a su, comment il a pu tenir. Le témoignage est fort, il est poignant, il est puissant. Il est l'invité de Point de vue. Bonjour Jean-Jacques Cordival. À l'heure où on se parle, le rapport Aloncle n'est pas publié, mais il doit l'être. Êtes-vous satisfait qu'il ait pu l'être? Ah oui, bien sûr qu'il ait pu l'être. Oui, vous avez 6 mois de commission d'enquête, largement amputés d'ailleurs. Vous avez vu que entre les vacances et les coupes réalisées par Patrick Létus, le président de la commission, ça fait quoi? 4 mois en gros, à peu de choses près. Et 10 jours pour écrire ce rapport que Charles Aloncle se destine à publier. Je pense que c'est probablement demain qu'il le publie. Ce mardi. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous êtes satisfait? Je pense que, et c'est assez logique. Parce que cette publication fait polémique. Oui, mais tout fait polémique dans la vie. Il y a un moment ou un autre, il faut que les gens sachent où vont leur argent. C'est quand même 4 milliards d'argent public qui, encore une fois, est dévolu à des sociétés qui font l'audiovisuel et, encore une fois, qui dépensent cet argent. Ils doivent quand même savoir où passe leur argent. Ça me paraît tout à fait logique. Une des premières mesures qui sort, et c'est la question du jour sur le site du Figaro, c'est l'amputation d'un quart du budget. Faut-il faire 25% d'économies sur le budget de l'audiovisuel public? Mais comment voulez-vous déterminer dès le départ qu'il faut faire 25? Pourquoi pas 18? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question-là. En plus, c'est pas une préconisation qui peut se mettre en œuvre sans le Parlement. C'est bien de toute façon des mesures qui doivent être prises par le Parlement, par les sénateurs, par les députés qui votent les lois. Donc on ne peut pas dire on ampute de 25%. Ça n'a pas de sens. Et même cette préconisation, elle ne s'entend pas en tant que telle. Ça ne peut pas arriver, c'est impossible. Plafonnement à 3 millions d'euros des dépenses du Festival de Cannes, c'est une autre des mesures qui est préconisée. C'était vous qui aviez pointé les frais déboursés au cours de la manifestation. Vous applaudissez? Ah bah oui, évidemment, non mais le problème c'est qu'on pourrait tout faire sans passer par un contrat avec Brut. Je crois que le contrat avec Brut, on l'avait publié d'ailleurs sur notre blog, et il doit être à peu près à 2,5 millions. Pour le rendu, c'est-à-dire on a l'ouverture et puis la fermeture du festival, avec quelques petits reportages. Qu'est-ce qui vous pose justement qu'est-ce qui vous posait comme problème? Qu'est-ce qui vous posait problème dans le fait que France Télé ait un contrat avec Brut autour du Festival de Cannes? D'abord, c'est exorbitant. Près de 2,5 millions. Pour faire quoi? Il y a un moment ou un autre. Ça doit se justifier. Oui, mais il n'y a pas des justifications nécessaires? Ah, écoutez, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Il a été interrogé par la commission, le Vankim, et il dit oui, il faut... Oui, c'est ça, le Vankim, Together Media exactement, pour être précis. Il dit, oui, mais vous pouvez pas révéler le montant du contrat parce que, si, c'est de l'argent public, quoi qu'il advienne, dit-il. Mais il dit, parce que ça pourrait avoir un effet sur la mise en concurrence, parce que Canal, peut-être, aurait pu... Mais non, Canal ne peut pas. Ils ont dit en 2021, 2020-2021, je crois que c'était terminé avec le Vankim, et qu'ils feraient plus jamais le Festival de Cannes, et que eux ne le feraient pas non plus. Donc, elle est où la concurrence? C'est quasiment un contrat d'exclusivité avec France Télévisions. La fusion de France 2 et de France 5, bonne idée?
Non, ça n'a pas de sens non plus. Pourquoi ? Ce sont deux chaînes qui ont... Il y en a une qui est généraliste et l'autre qui est éducative. Ou alors il faut changer le cahier des missions et des charges, ce qui me paraît totalement Vous ne illogique. pensez pas que toute une partie des émissions qui sont faites sur France 5 pourraient être assumées par France 2 ? Non, mais à ce moment-là, pourquoi pas enlever Culture Box le soir? Il y a un moment ou un autre, ça a été rajouté. Il y avait une chaîne pour les enfants, qui était à l'époque France 4, qui est toujours France 4. Que le rapport préconise de supprimer. Hein. Oui, mais on ne peut pas non plus tout supprimer, parce que les gens, on en fait quoi? Là, il ne propose pas de tout supprimer. Non, j'ai bien compris, mais... Il propose de supprimer un certain nombre de chaînes, notamment France 4, Slash, et après également en radio Le Move. Est-ce que... Alors, je vous pose la question différemment. Est-ce que si on arrive à reclasser les personnels de ces médias, de ces chaînes, de ces sociétés, n'est-ce pas une bonne idée de faire un peu un régime slim fast Alors d'abord, Slash, elle les a déjà tous virés. Ça, vous savez ils ont tous été dégagés. Bon, le reste, il y a un moment ou un autre, à chaque fois on dit oui, on va recaser, on va repositionner. C'est le repositionnement. C'est le syndicaliste qui parle. Voilà, tout ça n'existe pas. Enfin, le syndicaliste, ou en tout cas, c'est la logique qui parle. Tout ça n'existe pas. Il y a deux choses différentes. Oui, mais c'est la même chose. On peut imaginer que ça n'existe pas. Internaliser la production d'émissions comme celle sur France 5, par exemple, c'est à vous, c'est ce soir, ou Cache Investigation, est-ce que c'est une bonne idée ? Mais nous, on réclame ça depuis des années, je dirais depuis 10 ans. Le fait qu'on privatise, parce que c'est presque une privatisation, qu'on donne à toutes ces boîtes extérieures de faire des émissions qui peuvent se faire sur le service public, bien entendu, à France Télévisions, c'est le fait d'Ernotte depuis 10 ans. On a externalisé au maximum. On vous parle des décrets Tasca qui... Je vais juste... Catherine Tasca, hein, donc... ancienne ministre, voilà. Qui disait... La communication à la fin des années 80. Hein, voilà, exactement. Lorsque France 2 et France 3 étaient des entités juridiquement distinctes, le décret Tasca prévoyait que France 2 faisait 50% de production à l'extérieur, donc ça faisait 49% en interne, à peu de choses près, et France 3, 75% en interne et 25% à l'extérieur. Mais péniblement, ils arrivaient à faire 20%. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a minoré l'utilisation des moyens en interne en disant ça coûte trop cher. Non, ça coûte pas trop cher. On met dans les rapports le mètre carré de moquette, le truc de l'assurance, on met tout. Puis après, on dit regardez, voilà, ça coûte tant par technicien. C'est pas possible. Jean-Jacques Cardival, pardon, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais il y a quand même un certain nombre de choses que l'on voit, notamment quand on travaille, quand on va sur le terrain avec certaines équipes de France Télévisions, qu'il y a une débauche de moyens qui est développée en matière de personnel, où on se dit quand même, là, on pourrait réduire les opérations, franchement. Écoutez, moi je pense que ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en reportage quand vous avez vu une équipe de France Télévisions, parce qu'on a plutôt tendance à réduire les gens. Et moi j'entends parler de 10, 12 personnes, c'est 3 personnes au maximum, un preneur de son, un cadreur, et éventuellement un éclairagiste. C'est tout. Parfois ça peut se justifier, mais parfois cette logistique est parfois excessive, même sur certains tournages, non ? Elle pourrait l'être, mais à un moment ou à un autre, il y a un système de contrôle. Moi, je suis pas en train de dire qu'il y a trop de personnes là où... Voilà, moi je suis en train de dire que de toute façon, oui, encore une fois, il faut réformer le système. Ça fait 10 ans que ça dure, ça fait 10 ans que France Télévisions est en train de s'écrouler. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Vous l'avez vu, le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de l'IGF dit la même chose en 2024. Et on fait quoi ? L'inspection générale des finances. Heureusement que vous êtes là pour me... C'est bon. Alors, je donne les traductions parce que, effectivement, vous êtes signalé par une connaissance assez fine, assez précise du rapport de la Cour des comptes devant la commission d'enquête. Mais effectivement, le problème de la comptabilité, c'est que souvent, ça passe par un certain nombre d'acronymes. Il faut donner la traduction. On a vu, et c'est d'ailleurs l'un des reproches que vous faites à France Télévisions, que parfois, la comptabilité de France Télévisions ne s'est pas trop encombrée d'acronymes, notamment sur ce qu'on appelle la comptabilité analytique. Ah oui. C'est-à-dire la comptabilité qui consiste, on donne les différents postes, à bien détailler les postes, à où va l'argent qui est déboursé. Est-ce que vous pensez, et ça c'était l'un de vos reproches, est-ce que vous pensez que ce rapport va permettre justement de clarifier, de savoir où va l'argent, de mieux flécher, de mieux indiquer où va cet argent ? Écoutez, vous savez qu'on a déposé une plainte contre la désignation de Delphine. J'appelle ça. Moi je le sais, mais peut-être que le téléspectateur. Alors le téléspectateur ne le sait pas. On a déposé une plainte pour le 3e parachutage de Delphine Ernotte, qui est en soi totalement. Vous appelez un parachutage ? Moi j'appelle ça un parachutage. Le premier était un parachutage, le deuxième un parachutage, le troisième un parachutage. Quand on est nommé 3 fois, renommé à un poste, c'est plus un parachutage quand même là. Les 3 sont des parachutages. À chaque fois, elle est reparachutés. Bon voilà. Mais
je vous le dis, en 2015, elle annonce au CSA, c'est encore le CSA à l'époque, je vais mettre en place une comptabilité analytique. Très bien. 2020, elle repasse, elle annonce, je vais mettre en place une comptabilité analytique. Ouais. Et 2025, elle dit pareil. Elle est sur la désignation telle que l'a fait le CSA, l'ARCOM aujourd'hui, il y a marqué l'autorité s'est fondée pour la redésigner sur son engagement à mettre en place une comptabilité analytique. Et elle dit lors de la commission, ah mais elle l'est depuis que je suis arrivé, la comptabilité analytique. Mais alors qui ment ? Qui ment ? Il n'y a pas de comptabilité. Et le troisième président de la Cour des comptes, Nasser Meda, dit si on avait une comptabilité analytique plus fine, on pourrait détailler. Et là, on ne peut pas. Alors qui ment ? Les mesures ce que j'appellerais les mesures anti-Media One, ne permettent qu'à des sociétés vraiment made in France de produire des programmes. À supposer que Media One ne soit pas made in France, parce que ces dirigeants contestent cette lecture des choses. Mais est-ce que l'idée de ne permettre qu'à des sociétés vraiment made in France de produire des programmes est-elle, selon vous, une bonne idée ? Est-ce que c'est dans la logique, par exemple, de l'internalisation aussi, même si ces sociétés pourraient être extérieures ? Mais voyez où on en est au niveau du débat. Est-ce que c'est mieux quand la société est totalement made in France, pas made in France ? On a aujourd'hui une société... C'est une vraie question, surtout quand on parle d'audiovisuel, surtout en France. Bien sûr, mais Media One, on vous dit, est-ce que c'est 49%, 50% ? Mais il y a un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est pas là pour faire gentil dans le paysage, c'est là pour faire du business. Moi, je pense d'ailleurs que KKR, à force d'entendre depuis un moment qui parle d'eux... Peut-être repréciser. KKR... Comment ? On peut peut-être repréciser ce qui est KKR, c'est le fonds d'investissement qui est actionnaire de Media One, je dirais l'actionnaire majoritaire pour pas dire plus. Voilà. Mais on est en train de parler de ça, on parle de ces émissions qui sont faites à l'extérieur. Bon, Donc, sur la question Made in France, Jean-Jacques Carduval. Oui et non, moi ça ne me gêne pas qu'on ait un investisseur. Regardez, Delphine Ernotte, regardez Made in France. Delphine Ernotte dit « faut arrêter avec ces gens américains ». Vous avez vu le partenariat avec qui elle le fait ? Avec Amazon, vous le savez, avec Amazon. Et là, elle vient de faire un partenariat avec qui ? Avec YouTube. Donc moi, je veux bien qu'on dise il faut donner qu'aux Français. Aujourd'hui, tout l'audiovisuel français est obligé de faire des partenariats avec YouTube, si on veut... Mais tout l'audiovisuel français, mais peut-être pas l'audiovisuel public. Il y a un moment ou un autre, on peut faire des choses en interne. Mais on n'est pas obligé Vous avez vu comment, notamment les plus jeunes aujourd'hui, consomment la vidéo. Le point d'entrée, c'est YouTube. Je suis tout à fait d'accord. Mais par exemple, quand on vient dire que Netflix, Amazon, Disney, surtout Netflix, tout ça, c'est le diable. Quand on crée une plateforme Salto pour concurrencer Netflix, et au bout de 2 ans et demi qu'elle s'écroule, après avoir coûté à peu près 90 millions estimés aux contribuables... Il fallait continuer Salto alors, dans ce cas-là ? Mais il fallait même pas le commencer. Et comment on concurrence justement ces plateformes si on ne crée pas des structures comme ça ? En faisant des choses qui attirent les gens, pas des programmes, encore une fois, qui sont Donc le problème... plus que discutables. Le problème, c'est... Alors, ça, c'est une autre question. Et il y a un certain nombre de préconisations sur ça. Est-ce que le problème vient des supports, du financement des supports, ou bien des contenus que l'on propose ? Mais ça fait des années qu'elle vous raconte, Delphine Ernotte, qu'il faut attirer... Vous l'aimez pas. Non, mais c'est bien elle qui est en place. Donc on ne peut pas dire pendant 10 ans « j'ai fait » alors que vous n'avez rien fait. On ne peut pas dire « je vais faire » alors que pendant 10 ans vous ne l'avez pas fait. Donc ça fait 10 ans que j'entends, elle veut attirer les jeunes. Mais encore une fois, la moyenne d'âge à France Télévisions n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui on doit être entre 62 et 64 ans de moyenne d'âge. C'est comme ça qu'on attire les jeunes. C'est sûrement pas comme ça. La fusion de France Info et de France 24, votre point de vue ? Dans les faits, on n'en est pas très loin quand même. Non, on n'en est pas très loin parce qu'il y a... Mais encore une fois, France 24 appartient à l'international. Le problème, c'est des problèmes de structure et c'est des problèmes un peu de... Oui, mais enfin, France 24 est déjà associé. Ils sont déjà à 3 quand ils font le soir, France Info le soir. Il y a France 24 qui est dedans, forcément. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Bon, c'est vraiment un épiphénomène. C'est pas, ça va pas faire des économies de but en blanc. C'est pas, je veux dire, ça n'a pas de sens. Puis en plus, on parle de pluralité de l'information. S'ils sont ensemble, il n'y a plus de pluralité, on est d'accord. Certes, mais enfin, il restera quand même suffisamment de chaînes d'information en continu en France, qui est connu pour avoir trop de chaînes d'infos en continu. En tout cas, c'était l'avis du CSA en 2014. Ça a été quand même une idée qui a été souvent... Oui, mais Hollande voulait sa chaîne... Je crois que c'est Hollande qui voulait sa chaîne d'infos. Il l'a eu. La fin de la rétrocession, on lui posera la question. La fin de la rétrocession des compétitions françaises, c'est une autre... en clair, arrêter de revendre une partie de Roland-Garros à Amazon Prime qui le diffuse en payant. Bonne mesure. Rebelote, Amazon, vous l'avez dit. Donc le géant américain. Moi, je veux bien qu'on dise, on fait tout pour rester français, et puis on donne tout aux Américains. Donc moi, j'ai pas de problème. On donne pas, on revend. Là. On revend. Mais on revend pourquoi ?
Parce qu'on n'a plus les droits ou parce qu'on n'a pas d'argent, parce que les caisses sont vides. Je le redis, Charles Laloncle l'a dit à plusieurs reprises, les moins 81 millions qui sont estimés par le rapport de la Cour des comptes fin 2024, c'est pour le groupe, c'est les comptes consolidés. À France Télévisions en 2026, c'est moins 290 millions qui vont manquer dans les caisses. On ne garde que, si je reviens sur la question du sport, on ne garde que les 6 nations, le Tour de France et Roland-Garros, c'est ce que préconise le rapport. Écoutez, moi je ce qu'il proposait sur les Jeux Olympiques. Non, mais je veux dire, encore une fois, il sait quel sport intéresse les gens, il y a un moment ou un autre, c'est pas un rapport, c'est pas au gouvernement de décider quel sport on met à l'antenne ou quel sport on met pas à l'antenne. Ça n'a pas de sens non plus. Ne faire intervenir que les éditorialistes du privé contrôler l'expression des opinions sur les réseaux sociaux. Mais mais ça, c'est une blague, excusez-moi, mais je suis même pas sûr que le Conseil constitutionnel valide un tel truc. Vous savez pourquoi? Parce que quand on recrute quelqu'un, on le recrute pas par rapport à ses convictions personnelles, ni religieuses, ni politiques. Donc on vient vous dire qu'on va prendre des journalistes qui ont une couleur politique pour éventuellement faire le pluralisme. Et si ils sont des contributeurs extérieurs? Mais même, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un éditorialiste, parfois. Oui, mais enfin, où on fait l'actualité, où on fait pas l'actualité. Si c'est pour faire un éditorial, c'est pas la peine. On n'a pas besoin d'avoir ça. Non, je trouve que c'est pas une bonne idée. Voilà. Est-ce qu'il y a des mesures qui vous satisfont dans ce cas? Oui, ce qu'on demande depuis des années, c'est-à-dire réintroduire la production à France Télévisions. Tout ce qui peut se faire en interne. Par exemple, depuis quand on peut pas faire C'est à vous en interne? 3 personnes, 2 micros, un salon feutré et on a des équipes pour faire ça. Est-ce que ce serait moins cher de le faire en interne que de l'acheter en externe? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on externalise. Mais bien sûr que oui. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on met tout en interne. On vous met le bout de moquette, le bout de l'assurance qui fait que... Donc comme les gens ne travaillent moins forcément, parce qu'on leur donne de moins en moins de boulot, on dit ils restent là. Donc ça coûte de plus en plus cher. Donc les frais fixes sont de plus en plus chers. Et donc, on met tout ça et on dit, voilà, ça coûte tant. De faire les émissions en interne, ça ne coûte pas plus, ça coûte moins. Ça, c'est clair. Est-ce que vous pensez que des mesures seront prises à l'issue de ce rapport? Et est-ce que, question subsidiaire, la ministre Catherine Pégard doit voir justement les dirigeants de France Télévisions et de Radio France, notamment pour leur parler budget et pour parler coupes budgétaires. Est-ce que ça va, selon vous, dans le bon sens et dans le sens que vous souhaitez? Mais pour leur dire quoi? Pour leur dire... Je parle d'Ernotte, là, pour le compte. Ça fait 10 ans que vous ne faites pas les choses. On va commencer à les faire. Moi, je vous le dis, je vous fiche mon billet, que si la privatisation était pour demain, moi, je le redis à votre micro, nous, on ne souhaite pas la privatisation, on ne l'a jamais souhaité. Vous le savez, je l'ai répété à maintes reprises, y compris dans la commission. Mais pour dire quoi? À quelqu'un, vous avez failli depuis 10 ans? Moi, ce n'est pas moi qui, en 2017, a dit que la gouvernance de France Télévisions, c'est la honte de la République. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et il nous avait promis l'année suivante un Big Bang. Il est où le Big Bang? La nomination du patron de France Télévisions et de Radio France par le président de la République. Mais ça aussi, c'est une blague. C'est une blague. On l'a fait déjà. Vous venez de passer 20 minutes à me dézinguer la présidente de France Télévisions. Il faudra qu'elle réponde. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde? C'est mon opinion. Et certes, non, mais nous l'entendons comme ça, bien évidemment, Jean-Jacques Cordier. Mais est-ce que, justement, ce que vous pointez, c'est les défaillances de la nomination également d'un président, puisque elle ne fait pas ce qu'on... vous dites, elle ne fait pas ce qu'on lui dit de faire, et vous dites aujourd'hui... Mais c'est même pas ça. Restons à ce système de nomination. Mais c'est même pas ça. Je vais prendre un exemple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai abordé le sujet. Vous savez je le redis, on a déposé une plainte contre la nomination de Delphine Ernotte pour faux intellectuel. On ne peut pas, lorsqu'on est l'ARCOM, écrire noir sur blanc, c'est écrit. L'autorité s'est fondée sur les engagements à mettre en place une comptabilité analytique. Surtout qu'elle dit qu'elle l'a mise depuis 10 ans. On ne peut pas, lorsque c'est marqué aussi, c'est basé sur les engagements environnementaux. Il y avait une application qui s'adressait à tout le monde, c'est NoWoo. C'était sur l'environnement. C'était formidable. Ça a été arrêté au bout d'1 an et demi. Merci beaucoup, Jean-Jacques Cordival. Bon, on a compris, en tous les cas, votre combat. Si vous le présentez également sur Internet, plus d'infos et de points de vue d'ailleurs, et d'opinion, sur votre blog, justement, le blog CGC des médias. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu commenter ces premières préconisations qui devraient donc être présentées dans les prochaines heures. Merci à vous. Vous chauffez-vous toujours au gaz. Les prix augmentent, le consommateur trinque. Et Sébastien Lecornu, lui, adjure maintenant les Français que nous sommes, que vous êtes, de passer à la pompe à chaleur.
Nous allons donc engager une bascule claire. Dès la fin de cette année 2026, il ne sera plus possible d'installer des chaudières au gaz dans les constructions neuves. Dans le même temps, toutes les aides publiques pour les particuliers accompagneront l'installation de pompes à chaleur pour remplacer les chaudières au gaz et au pétrole. La guerre au Moyen-Orient n'est pas la nôtre et pourtant, elle nous affecte très directement. Heureusement, la France a un atout, une électricité produite sur son sol, issue de choix stratégiques faits il y a des décennies par nos anciens. À l'époque déjà, la France avait fait le choix de l'indépendance énergétique. Bonjour Philippe Charlez. Bonjour et merci de votre accueil. Je vous en prie. Vive la pompe à chaleur, il faut en finir avec les chaudières au gaz. Alors la pompe à chaleur est un très bel outil. Ce n'est pas un outil universel, les pompes à chaleur. Alors pour deux raisons. Une pompe à chaleur est particulièrement efficace quand la différence de température entre l'intérieur de la pièce et l'extérieur de la maison est faible, ou disons pas trop élevée. Et donc en fait on va dire que ça ne marche pas très bien dans les régions du nord quand il y a du moins 20, puisque vous chauffez à 20 à l'intérieur, moins 20 à l'extérieur, fait une grosse différence de température. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus adapté à ce qu'on appelle les chauffages volumétriques, c'est-à-dire les chauffages au sol, où ces grands radiateurs muraux, où on ne doit pas monter en température de façon très élevée, on rentre dans le radiateur à peu près en dessous de 40 degrés, alors que dans les chauffages classiques par radiateur, on rentre plutôt à 60 degrés, et là c'est beaucoup moins efficace, on consomme beaucoup plus d'électricité. Mais d'une façon globale, la pompe à chaleur est un bon outil et qui existe depuis longtemps et dont la technologie est éprouvée. Est-ce que c'est le moyen idéal de remplacer et pour renoncer aux chaudières à gaz? Alors le problème, c'est que ça coûte très cher la pompe à chaleur. Donc si vous chauffez une maison de 200 mètres carrés, il faut compter, c'est 100 € le mètre carré à peu près, il faut compter, donc ça fait 20 000 €. Et la même chaudière à gaz dernière génération, très efficace aussi, mais consommant du gaz et non de l'électricité, on est à moins de la moitié. Donc ça veut dire que globalement, l'électrification des usages, et notamment la pompe à chaleur, sera surtout efficace à partir du moment où le prix de l'électricité sera très compétitif par rapport au prix du gaz. On va y venir. Mais est-ce que les aides de l'État, justement, peuvent compenser pour les consommateurs ce différentiel de prix? La réponse est non, parce que je vous ai dit qu'entre une chaudière au gaz et une pompe à chaleur, il y a un rapport de 1 à 2. Un rapport de 1 à 2, voire même un peu plus. Donc on va dire globalement pour une habitation de 4 personnes d'à peu près 200 mètres carrés, on va dire que c'est facilement 10 000 €. L'État là-dessus donne 2 000 à 3 000 €. Donc vous avez quand même un différentiel de 7 000 € donc qu'il est compliqué d'amortir. 7 000 €, c'est plus cher qu'une chaudière au gaz qui coûterait 5 000 €. Voilà, et surtout que le prix du gaz et le prix de l'électricité, il n'y a pas un différentiel suffisant pour financer très rapidement cette différence, alors que si on baissait massivement le prix de l'électricité, ça encouragerait beaucoup à l'électrification des usages. Et c'est la raison pour laquelle, plutôt que de subventionner les équipements, moi je suis partisan de faire baisser au maximum le prix de l'électricité. Ça veut dire que à l'heure actuelle, même si le prix du gaz augmente de 15%, ça reste plus intéressant de se chauffer au gaz que de se chauffer à l'électricité. Ça reste plus intéressant, c'est-à-dire que globalement... Parce que dans les factures d'électricité, aujourd'hui, ce qu'on voit exploser quand même, c'est la partie gaz, plutôt. Oui, alors oui, enfin ça c'est non, disons que c'est le fait d'intégrer du gaz dans la fabrication de l'électricité qui fait monter le prix de l'électricité. Mais sachant qu'en France, on utilise assez peu de gaz dans le mix électrique, et même pratiquement, quand on regarde le mix électrique actuel, il y a pratiquement plus de gaz dedans. Non, les prix de l'électricité ont fortement augmenté, certes durant la crise à cause du prix du gaz, mais c'est plus tellement le cas aujourd'hui. C'est plutôt parce que le prix de l'électricité finance notamment la mise en place de l'éolien, du solaire et surtout de leur adaptation réseau qui coûte beaucoup d'argent. Et donc on a un prix d'électricité qui en d'une quinzaine d'années a doublé en euros constants, en euros courants. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que sur la facture d'électricité des consommateurs, en fait, le surplus
vient, en fait, les consommateurs subventionnent Les consommateurs la fabrication, la production d'éoliennes subventionnent et la production via l'accise. Dans l'accise, qui est une des grosses taxes sur l'électricité, c'est composé le prix de fourniture, le prix de transport, le prix de fourniture un tiers, le prix de transport à peu près un tiers, et le prix des taxes, c'est à peu près aussi un tiers, un petit peu moins. Et le gaz, c'est un peu pareil. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les taxes, il y a une part pratiquement de moitié qui finance la transition énergétique. Et dans la PPE qui vient, le prix de l'électricité va augmenter dû au fait qu'on va continuer à financer cette électrification, enfin cette augmentation des capacités électriques et qui, en plus, on peut le voir après, ne sont pas nécessaires. C'est ça le pire. L'augmentation des prix de l'électricité va venir, si je vous suis, de l'augmentation de la taxe qui permet de financer les éoliennes et les... Oui, mais le pire, c'est qu'elles ne sont pas nécessaires parce qu'actuellement, la consommation d'électricité en France a beaucoup plus tendance à baisser qu'à augmenter comme on l'attendait. Elles ne sont pas nécessaires aujourd'hui, mais pourraient-elles être nécessaires plus tard ? Mais c'est un peu le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que tant que l'électrification des usages ne se fait pas à un rythme soutenu, il n'y a pas de consommation d'électricité supplémentaire. Et on investit donc pour des capacités d'électricité complémentaires qui ne servent à rien. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'estimer la consommation d'électricité dans les 10 années à venir. On considère qu'elle n'augmentera pas de plus d'1% par an, alors qu'aujourd'hui la PPE3 mise sur 2,5% par an dans les capacités supplémentaires. Donc il y a de ce côté-là manifestement un problème parce que on a toujours tendance à dire que la transition énergétique, c'est remplacer du gaz et du pétrole par de l'électricité, alors qu'avant, c'est d'abord électrifier les usages, c'est-à-dire de remplacer des voitures thermiques par des voitures électriques et, comme vous l'avez dit, des chaudières au fioul et au gaz par des pompes à chaleur. En espérant qu'on n'ait pas d'arbres qui nous tombent sur les fils électriques et qui nous coupent l'électricité, comme on l'a vu dans les tempêtes, et en particulier en l'an 2000, où on était bien content d'avoir des chaudières au gaz et des chaudières au fioul à l'époque. Pourquoi l'augmentation de 15% le 1er mai ? Alors l'augmentation de 15%, donc donc c'est décidé par un organisme qui s'appelle la CRE, CRE, ça veut dire Commission de régulation de l'énergie. Et donc chaque année, il y a une révision des prix en fonction notamment de la valeur moyenne marché de l'année précédente. Et qu'est-ce qui fait que la valeur moyenne marché donc la moyenne marché sur un an a augmenté, notamment depuis le début de l'année, les prix du gaz sont passés de 30 € le mégawattheure à peu près, ce qui est déjà nettement supérieur à ce qu'il était avant la crise de 2022. Aujourd'hui, on est à 45 € le mégawattheure à peu près. Et pourquoi ? Donc, ça, c'est parce que la crise depuis le détroit d'Ormuz a fait largement augmenter les prix du gaz. C'est moins visible, on en parle moins que les prix de l'électricité. Mais il faut savoir que le Qatar produit 20% du gaz naturel liquéfié mondial qui ne sort plus du détroit d'Ormuz aujourd'hui, et que le prix du gaz naturel liquéfié est un peu comme le pétrole, c'est un marché très fluide et mondial, puisque autant le gaz par gazoduc, vous avez un point de départ, un point d'arrivée, on ne peut pas les changer, alors qu'au contraire, le gaz naturel liquéfié, on achète une cargaison et ça crée une inflation des prix. Le gaz naturel liquéfié américain ne suffit pas ? C'est-à-dire que la somme entre le gaz qatari et le gaz américain suffisait, mais aujourd'hui, vous avez un déficit de 20%. Et donc, vous avez, par exemple, des cargaisons américaines qui sont redirigées vers le sud-est asiatique via le canal de Panama. C'est pour ça que Trump ne s'intéresse pas seulement au détroit d'Ormuz, il s'intéresse aussi beaucoup au canal de Panama, parce qu'il sait que l'exportation de son gaz vers la Chine, notamment le Japon et la Corée du Sud, qui sont des très gros consommateurs gaziers, ça passe par le canal de Panama. Par le canal de Panama. Et souvent, les Asiatiques mettent plus d'argent pour les cargaisons que les Européens, donc ça fait monter les prix. Est-ce que déjà l'État va profiter de la hausse des 15% ? Oui, inévitablement, puisque vous avez une TVA. Et puis la TVA, mécaniquement, fait augmenter le prix, comme sur le pétrole, comme sur l'électricité. Est-ce qu'avec le coût de l'électricité, les factures énergie vont continuer de flamber ?
Alors le coût de l'électricité va normalement augmenter, comme je vous l'ai dit, pas nécessairement en fonction du prix du gaz, puisque la part du gaz est très moindre. Alors, c'est valable en Allemagne et en Italie, où ils ont une très grosse part d'électricité gazière. Mais contrairement à ce qu'on croit, le marché de l'électricité n'est pas européen. Les prix sont différents pays par pays. Par contre, oui, les prix de l'électricité devraient continuer à augmenter, et je le déplore, par rapport, je vous l'ai dit, au financement, surtout de la transition énergétique. Et aussi, il ne faut pas tout mettre sur le dos de la transition énergétique, mais la rénovation et les travaux de rénovation du réseau qui sont absolument nécessaires et qui coûtent très cher. Ces travaux réseau étant renchéris par la connexion des renouvelables, puisque des renouvelables sont très dispersés et donc ont des coûts réseau qui sont beaucoup plus importants que par exemple le nucléaire où on n'a qu'un câble. Ouais. Donc il faut à la fois aujourd'hui financer la rénovation des réseaux qui distribuent l'électricité produite par les grands barrages, par les centrales hydroélectriques, par le nucléaire, par le nucléaire, par les centrales gazières, charbon, etc. Enfin, il y en a très peu. Charbon pratiquement plus, fioul pratiquement plus, gaz un petit peu, on en a besoin. Et maintenant, en plus, le renouvelable et ce circuit de distribution coûte encore plus cher. C'est ça ce circuit de distribution coûte c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Nettement plus cher. Les coûts sont estimés sur une dizaine d'années. C'est de l'ordre de... Alors, c'est 250 milliards d'euros à peu près d'investissement. Sachant que tout n'est pas pour les renouvelables, il y a une partie du réseau qui doit être rénovée et qui de toute façon l'aurait été même si on ne rajoutait pas de renouvelables. Le diesel plus cher que l'essence, le tarif du gaz qui explose, est-ce qu'on ne vit pas, Philippe Charnez, un tournant? Alors, je crois qu'alors... Non, moi je ne trouve pas qu'on vit un tournant, on vit plutôt la confirmation que nous sommes toujours très dépendants des énergies fossiles et que ça va continuer. On a beau dire, on veut se défaire des énergies fossiles. Alors j'en tiens notamment le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie, via son président, Monsieur Birol, si je me souviens bien, avait dit en 2021, ça y est, nous allons sortir du pétrole et du gaz, il faut arrêter tout nouveau développement pétrolier et gazier. Donc ça, vous dites que ça ne change pas? En 2021. Et aujourd'hui, ceux qui disent, ben non, finalement, il faut continuer à développer des champs pétroliers et gaziers parce que nos dernières estimations montrent qu'en 2050, où on devait être décarboné, alors décarboné ne veut pas dire nécessairement zéro fossile, ça veut dire zéro carbone, mais ça veut dire beaucoup moins de fossiles. Aujourd'hui, on est à 81% de fossiles dans le mix énergétique mondial. Quand j'ai commencé à travailler chez Total Energy en 1981, c'était 87%, donc ça a baissé très peu. Et au mieux, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'en 2050, nous aurons encore un mix avec au moins 60% de fossiles. Donc ça veut dire que globalement, on ne vit pas un tournant, on vit une confirmation, ou plutôt une confirmation douloureuse du fait que nous sommes toujours dopés par les fossiles et drogués aux fossiles, et surtout que nous sommes très schizophrènes, parce que d'un côté, on veut décarboner, mais de l'autre, on veut toujours des fossiles. Quand vous dites « nous », vous parlez des Occidentaux, du monde, des Français? Non, du monde entier. Les Français, un peu moins. Les Français sont dépendants aujourd'hui, dans le mix final, c'est 57% de fossiles. Donc c'est nettement moins que dans beaucoup de pays du monde. Mais la PPE3 voulait descendre à 40% en 2030. On pourra se retrouver en 2030. Vous verrez que ce sera beaucoup plus que les 40%. Et ce sera combien? Moi, j'estime que si on arrive à 45% en 2035... ça fera quasiment 10% de moins. Oui, qu'aujourd'hui, mais on veut 17% de moins en 2030 et on aura 10% de moins en 2035, c'est pas exactement pareil. Qu'est-ce qui pourrait d'ailleurs, selon vous, accélérer cette décarbonation et cette dépendance de la France aux énergies fossiles? Les prix. C'est-à-dire que l'électricité soit beaucoup moins chère que les carburants fossiles. Or, dès que les carburants fossiles augmentent, tout le monde se plaint. Si vous baissez le prix des carburants fossiles comme tout le monde le demande, vous favorisez la consommation de carburants fossiles. Il y a un petit calcul qui est très intéressant. Attendez, réexpliquez-moi, c'est-à-dire si vous... plus le prix des carburants est faible et que l'électricité est chère, plus vous favorisez la consommation de fossiles par rapport à l'électricité. Donc, en tant que
belge, je vais dire originelle. Je dis qu'en baissant le prix de l'électricité et en ne baissant pas le prix des carburants, on favorisera d'office l'électrification des usages, c'est du bon sens. D'autant que quand on regarde le prix des carburants, là je vais me faire tuer par tout le monde, mais ça ne fait rien, la parole est libre. Les carburants ne sont pas si chers que ça aujourd'hui. Absolument. Si vous prenez le prix du carburant... tuer, mais surtout, je vais montrer ma facture énergétique. Si vous prenez le prix du carburant en 1960 et que vous appliquez purement et durement l'inflation, à votre avis, vous arrivez à combien ? Eh bien, vous arrivez à 2 € le litre. Vous faites la même chose avec le prix du mètre carré à Paris, vous arrivez à 1 000 € le mètre carré à Paris. Donc, ce qui veut dire que globalement, à 2 € le litre, les carburants ont augmenté comme l'inflation, alors qu'à 10 000 € le mètre carré, le prix du mètre carré à Paris, il a fait 10 fois l'inflation. Ouais, très intéressant. Est-ce qu'il serait judicieux de suspendre la taxe sur la transition énergétique pour baisser le prix de l'essence? Oui, c'est ma recommandation. Alors, ce n'est pas une taxe. Vous parlez des CEE, je suppose, les certificats d'économie d'énergie. Alors, ce n'est pas une taxe. Alors, on dit que c'est une taxe déguisée, c'est une contribution. Donc, c'est-à-dire que c'est... C'est quand même... On prend dans la poche du consommateur pour... Oui, on prend la poche du consommateur, mais normalement... Oui, mais normalement, cet argent n'est pas censé être utilisé on ne sait où. Il est censé être focalisé sur la transition énergétique et donc redistribué aux Français pour, par exemple, acheter une pompe à chaleur, faciliter... C'est pas prendre de l'argent qu'on va me redistribuer d'une autre façon. Oui, mais enfin, c'est très français, ça, vous connaissez. Bon, et donc c'est judicieux de suspendre? Ce que je dis, oui, c'est judicieux de suspendre et ça permettrait d'économiser 17 centimes sur le litre. Merci. Juste un point, je pressens la réponse, sachant d'où vous venez et sachant ce que vous venez de dire. Total Énergie profite-t-il vraiment de la hausse en France? Non, Total Énergie ne profite pas de la hausse en France, puisque ses bénéfices viennent essentiellement de l'étranger. 70% viennent de l'exploration-production. Qui sont des bénéfices déjà fiscalisés dans l'ensemble de ces pays. Donc si ces pays jugeaient qu'il y a super profit, ce serait à eux et non à la France à les fiscaliser, parce que c'est une rente qui appartient aux pays producteurs et non pas à la France. Merci beaucoup, Philippe Charlez. Je signale votre étude sur EDF, ainsi que celle du millénaire, et qui complétera un petit peu ce que vous venez de dire, mais qui est très intéressante. Elle est sous la plume de Louis Thomassin, et elle concerne le nucléaire, redevenir une puissance nucléaire exportatrice. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, le témoignage de Louis Poisson. Il a été sauvé de l'effondrement, et en particulier de l'effondrement intérieur, après l'assassinat de sa mère et de son petit frère de 2 ans. Avant d'écouter son témoignage, je vous propose de réécouter, de réentendre celui de Thierry Vasselet, en tous les cas un extrait, ce père qui se bat, lui, pour que justice soit précisément rendue à son fils. Avec les témoignages effectivement de ses copains et l'enquête, j'ai pu retracer un petit peu donc son parcours de chez nous, interpellé et menacé sous pression de ses complices et de l'assassin qui veut absolument agresser Benoît et l'obliger à se battre. On sait comment ils l'ont retrouvé ? Aucune idée. Alors est-ce qu'on sait que c'est par hasard ou est-ce que c'est un guet-apens? Pour l'instant, on sait que c'est prémédité, mais on ne sait pas qui encore l'a fait venir, si c'est un ami ou un complice de l'assassin. Et ensuite, au lieu de rejoindre ses copains, ses amis au bar du Sophie, il les a jamais rejoints parce qu'il a été pris encerclé par les complices et l'assassin et obligé quasiment de se battre. Et ensuite, il a fini poignardé au mur. Donc je vais vous montrer l'endroit, juste à côté de la gouttière. Donc là on est sur la rue Saint-Ursule, c'est une rue, pour bien comprendre, qui est quand même très étroite. Et c'est là qu'il a été pris à partie par l'assassin présumé, avec d'autres complices. C'est ça, tout à fait, pris à partie par d'autres complices, donc l'obligeant presque à se battre, menacé. Et il s'est battu, il avait le dessus, d'après les témoignages de ses amis. Et à ce moment-là, l'assassin a sorti le poignard, il lui a donc mis un coup dans la côte. Et ensuite, Benoît essaie de s'échapper. Il l'a plaqué ici, l'assassin, contre ce mur à côté de cette gouttière, où là, il lui a mis donc les 2 autres coups de couteau, 2 au poumon, 1 au cœur, ce qui fait que ça fait 4 en tout. Après, il est parti, Benoît, il a essayé de s'échapper, on le voit bien sur la vidéo. Et il tombe en arrêt cardiaque devant la grille d'une porte de maison privée. Et la suite de ce témoignage est à retrouver sur le site du Figaro et en particulier sur le Figaro, le portail Figaro TV, à la rubrique Point de vue, propos recueillis par Timothée Delem
et Augustin Moriot. Bonjour Louis Poisson. Bonjour. Thierry Vasselet, justement, demande que justice soit rendue et que le meurtrier de son fils, qui était mineur au moment des faits, soit jugé comme majeur. La justice, elle est passée, mais cela n'a pas suffi à guérir vos traumatismes et à atteindre votre chagrin quand elle est passée. Oui, c'est sûr que la justice, elle est passée. Il y a eu même une double justice, on va dire presque, dans cette histoire, vu que ma mère s'est fait assassiner quand j'avais 14 ans, mon petit frère de 2 ans aussi, et la personne qui l'a assassiné a été condamnée à 22 ans de réclusion criminelle, enfin donc quasiment la perpétuité. Et donc oui, voilà. Et en plus de ça, il s'est suicidé en prison 2 ans après. Donc la justice est passée. Voilà. Pardon de vous poser la question, mais puisque vous venez de l'aborder, elle est douloureuse, mais elle est essentielle. Que s'est-il exactement passé le 10 février 2005 ? Eh ben, le 10 février 2005, donc j'apprends que ma mère et mon petit frère se sont fait assassiner. Donc je l'apprends par mon père, qui me le dit un soir en rentrant du travail. Donc sur le moment, voilà, c'est toujours compliqué de comprendre, d'assimiler ce genre de nouvelles. Et je vais rentrer dans un profond déni, et c'est ce que je vais raconter tout au long de ce livre. C'est la phase de déni, de reconstruction, et pour en arriver sur ce qui m'a aidé en fait voilà. Pourquoi ? Alors, on précise, vos parents étaient séparés, vous les avez jamais quasiment connus ensemble. Ils sont très vite séparés après votre naissance. Et donc, mais pourquoi dites-vous que vous auriez dû être là, puisque c'est le titre de votre... Parce que quand j'apprends ça, il y a une colère forcément, il y a une colère et en fait dans mon malheur, la chance que j'ai eue, c'est que mon père s'est opposé à ce que j'allais vivre chez ma mère à l'époque, quand j'avais 14 ans. J'avais prévu, moi, je projetais de vivre avec elle, voilà. Et mon père, déjà, sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... voilà, le fait qu'elle parte précipitamment, elle déménage d'un coup dans une maison isolée, mon père sentait qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et en fait, il s'est opposé radicalement à ce que je vive chez elle. Il m'a gardé le week-end où je devais aller chez ma mère. Et c'est pour ça que j'aurais dû être là. Et sinon, si j'avais été là-bas à l'époque, je serais mort, quoi. Parce que vous aviez senti déjà, vous, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très normales, et votre père aussi l'a détecté. Alors moi, je l'ai senti avec un œil d'adolescent, quand même, de 14 ans. Donc, vous le racontez très bien. Voilà, c'est-à-dire que je ne l'ai pas senti directement, et puis surtout, j'étais très proche de ma mère à l'époque. Vous l'adorez, votre mère ? Oui, elle vous adore, vous l'adorez. Voilà, exactement. C'est très sentimental, c'est-à-dire que c'est une relation basée sur l'émotion, sur la tendresse, ce qui est beaucoup moins le cas avec mon père, où c'est un peu plus l'autorité. C'est un rôle différent. Et à l'époque, je suis beaucoup plus proche de ma mère, et c'est pour cette raison que je veux vivre avec elle. Pourtant, quand vous... Alors, juste peut-être, on précise, votre mère, donc, venait d'investir un moulin, hein, on est dans la Nièvre, et en explorant ce bâtiment qui est pour vous, adolescent de 14 ans, un gigantesque endroit, un château, un gigantesque endroit à découvrir, vous allez au grenier et là vous découvrez deux choses bizarres. Je découvre déjà, surtout du cannabis. En fait, et c'est surtout ça moi je vois ça, j'en parle directement à ma mère. C'est vrai que je cache pas ça, je découvre, je le montre à ma mère, je lui dis il y a ça dans le grenier. Donc ma mère le prend un peu à la rigolade. En fait, elle se dit oui effectivement, voilà. Et elle en coulisses, elle va dire à l'ancien locataire qui était encore sur les lieux, parce qu'il faut le préciser, qui était encore sur les lieux et qui enlevait ses affaires petit à petit, ma mère emménageait, et elle va lui dire par contre, en gros, ton cannabis, là, faut le dégager. Et on imagine qu'à partir de ça, vont commencer des embrouilles entre deux, quoi. Vous revenez peu sur le procès, sur les mobiles du procès. Est-ce que vous pensez que cette affaire de cannabis, puisque c'est lui qui va être l'assassin de votre mère et de votre petit frère, est-ce que vous pensez que cette histoire de cannabis rentre en ligne de compte dans le mobile de l'assassinat ?
Alors, je ne sais pas exactement à quel niveau ça rentre en compte, mais en tout cas, c'est sûr que ça fait partie des éléments qu'on dû jouer. Il y a eu ça. Je sais qu'il y avait eu, enfin, il y a eu d'autres embrouilles entre eux sur le fait qu'il mettait beaucoup de temps à enlever ses meubles, qu'il tardait, qu'il n'avait pas vraiment de point de chute d'autres appartements, qu'il logeait chez un ami à lui. Voilà, mais il était quand même quelqu'un qui était visiblement alcoolique, c'est ce qui a été révélé plus tard, alcoolique, et surtout qui avait déjà un passé judiciaire très lourd. Et ça, je l'apprendrai 20 ans plus tard, en fait. Vous avez compris, enfin, vous avez connu plus exactement le mobile de l'assassinat? Non, il a jamais avoué. Il a jamais avoué, il a toujours nié les faits. Donc il a été condamné par les preuves, parce qu'en fait les preuves étaient accablantes. Ils ont retrouvé l'arme du crime dans sa voiture, enfin dans la voiture de ma mère qu'il avait lui-même volée. Enfin donc il y avait. Vous dites au moment de l'annonce, il y a une question que vous posez: pourquoi a-t-on tué aussi votre petit frère? Oui, c'est ce qui m'a le plus. Quand mon père me l'a appris, en fait, quand il m'a dit que ma mère s'était fait assassiner, mon premier réflexe, ça a été de lui demander et mon frère. En fait, ça a été mon premier réflexe parce que dans mon esprit, je veux dire, même si j'ai 14 ans, je me dis qu'un adulte, on entend tous les jours des histoires d'adultes qui meurent, en fait, et c'est évidemment triste, encore plus quand c'est sa propre mère. Mais un enfant de 2 ans, en fait, c'est inconcevable pour moi. Et donc, quand il me dit ça, c'est, je pense, la chose qui me marque le plus. D'autant plus que je m'occupais beaucoup de mon frère, en fait. C'est aussi pour ça que ma mère voulait me récupérer chez elle, parce que ça faisait de moi un peu l'homme du foyer. Même si j'avais 14 ans, je m'en occupais déjà très souvent. Vous vous occupez beaucoup de vos petits frères et sœurs, hein. Vous avez 3 demi-frères et sœurs, une sœur et 2 frères. Et c'est vous qui, quand votre mère s'est séparée de son deuxième compagnon, c'est vous qui êtes là, enfin de son deuxième mari, c'est vous qui êtes là et qui vous occupez énormément. Et on est frappé de tout ce que vous savez faire à cet âge-là, d'ailleurs. Par la force des choses, oui, parce que forcément, ma mère, en plus, avec un petit côté un petit peu inconscient, pouvait me laisser très régulièrement le temps d'aller chercher des cigarettes ou aller passer chez une copine, et des fois me laisser pendant 1 heure, voire plus, 2 heures, avec ces gamins en bas âge quasiment, où j'avais le rôle de m'en occuper, quoi. Louis Passon, il y a une anecdote. Votre père, juste après l'annonce, vous dit: j'annule le week-end au ski qu'on a prévu. Et là, vous refusez. Ouais, en fait, il me propose, il me dit, pour lui, c'est logique d'annuler. Il me dit, ouais, on annule pour ce week-end, parce que c'est un week-end qui était prévu depuis quelques temps, et je vais lui dire, non, annule Pourquoi pas. Je pense que ça me permettait de continuer à être dans mon déni, de me dire non, on va continuer, je vais faire en sorte que la vie continue comme si c'était rien passé. En fait, ça a été vraiment je dis pas que c'est une bonne solution, mais en tout cas, ça a été ma façon d'agir pendant très longtemps, c'est-à-dire de faire comme si ça s'était pas passé. Comment, justement, vous avez vécu ces années-là? Parce que votre livre, c'est aussi se dire, mais essayer de retrouver ces années-là. En fait, vous dites, vous avez perdu la mémoire des 3-4 années qui suivent. En fait, quand j'ai écrit le livre, je l'ai écrit quasiment comme une enquête, en posant pas mal de questions à des amis à moi, qui me fréquentaient déjà à l'époque et que je vois toujours aujourd'hui. Donc je leur ai posé des questions pour savoir comment j'étais, s'il y avait des choses, parce qu'il y a plein de choses effectivement que j'ai oubliées. Je pense à mon cerveau, d'une façon un peu, je sais pas, on va dire médicale. Il y a un truc un peu clinique, c'est ça qui fait que je pense que les traumatismes des fois font qu'il y a des choses qui sont effacées. En l'occurrence, là, j'ai plein de souvenirs que mon père me raconte et dont je n'ai pas de souvenirs du tout. Enfin, à 15 ans, je suis parti en vacances avec ma grand-mère, par exemple, et si j'ai pas les photos, je me rappelle pas de cet événement, quoi. Vous dites, je fonctionne dans ces moments-là. Je ne vis pas, je fonctionne. En fait, je suis en pilotage automatique. C'est-à-dire que la vie continue, je fais vraiment les mêmes choses qu'avant. J'ai pas du tout de différence. Je vais au foot avec mes amis, je visite des choses avec mon père, je fais plein de choses. Mais j'ai pas de souvenirs. C'est-à-dire que rien n'est gravé dans ma mémoire. Je suis en pilote automatique. Alors, il y a un personnage que vous évoquez depuis le début de cet entretien, essentiel, et c'est à lui que vous rendez un hommage poignant, vibrant, magnifique. Tout homme qui a des enfants, d'ailleurs, ne peut que retenir son émotion en lisant ces lignes. C'est votre père.
c'est le personnage central, c'est le héros de l'histoire en fait au final pour moi, parce que déjà le livre c'est un véritable hommage pour lui, aussi parce que sans lui je serais plus là aujourd'hui. D'où le titre J'aurais dû être là, parce que c'est vraiment pour moi essentiel dans ce livre, et je le raconte sur l'intégralité du livre pour en arriver au final où je le déteste pendant une période de ma vie, parce que je le porte comme responsable, parce que je me dis que s'il n'avait pas été là à l'époque, s'il m'avait pas empêché d'aller chez ma mère, j'aurais pu les sauver. C'est ce que je me dis quand j'ai 14 ans. Donc je cultive une rancœur à son égard. Vous avez le syndrome du survivant. Oui, complètement. Complètement. Et je cultive une rancœur à son égard, je cultive même presque une haine. Pardon de poser cette question, mais cette syndrome de survivant et cette colère vous empêche-t-elle finalement de vivre un autre sentiment qui est celui de la culpabilité? En fait, j'ai eu vraiment les deux. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment les deux. J'ai eu la culpabilité, j'ai eu le fait de... Enfin, je me suis vraiment très souvent dit que si j'avais été là-bas à l'époque, j'aurais peut-être pu changer des choses. C'est ce que je me dis en tout cas à 14 ans, jusqu'à mes 18, 19, 20 ans. Je vis avec ça, cette idée de me dire que mon père m'a empêché de sauver ma mère, quoi. C'est vraiment ce que je me dis. Et avec le temps, en grandissant, je me dis en fait non, j'aurais juste été une victime de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette colère, vous l'avez, elle est intérieure, mais vous lui exprimez pas, vous lui exprimez jamais. Non, et je pense qu'il le ressent. Il voit que je fuis. Il voit que je fuis, que je suis toujours dans l'évasion, que je suis avec mes amis, je mange de moins en moins avec lui, ou en tout cas je fuis un peu tout ce qui peut être à ses côtés, quoi. Il y a un mot qui revient en boucle quand vous évoquez ces années-là et quand vous évoquez finalement ce bras de fer qui ne dit pas son nom entre votre père et vous, un verbe que vous employez, une expression qui revient souvent à propos de votre père, il tient. Il tient. C'est ça, c'est qu'en fait lui il a le mauvais rôle dans cette histoire, c'est qu'il a le rôle de... Il sait qu'il faut m'éduquer, il sait qu'il faut continuer à tenir pour moi, mais par contre il va endosser le rôle du méchant, parce qu'il voit que je le déteste presque quelque part, il voit que je lui en veux, mais lui il garde le cap, il se dit dans tous les cas pour son éducation il faut que je fasse en sorte déjà que je le positionne pas comme une victime. C'est ce qu'il a toujours fait, il s'est pas dit vu qu'il a vécu ça, je vais être un peu plus laxiste, je vais être un peu plus tendre. En fait, il est tendre, mais dans le sens où il a gardé un cap et il a tenu, en fait, c'est clairement ça. Il a tenu, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je lui suis forcément reconnaissant. Il y a l'amitié, il y a les copains, il y a l'humour noir aussi qui vous permet de tenir pendant ces années-là. Ça a été, c'est ce que j'explique souvent, ça a été un vrai moteur. Ça permet de relativiser, ça permet de dédramatiser, et c'est ce que c'est ce que je fais depuis que j'ai 14 ans, et que j'ai cultivé parce que j'aime ça, et c'est vrai que mes potes, on a un peu même mon père aussi d'ailleurs, hein, j'ai grandi vraiment dans cet esprit d'humour noir, de rigoler des choses les plus dramatiques du monde, pour les rendre acceptables, acceptables et pour les digérer. C'est-à-dire que c'était vraiment une façon, c'est thérapeutique. Il y a deux mots qui vous excèdent, c'est celui de victime et celui de résilience. Oui, parce que c'est ça, c'est comme, et tout comme le deuil, enfin, c'est aussi pareil, c'est des choses, c'est des espèces de termes. J'ai du mal à me positionner en victime, c'est pas quelque chose qui me plaît, parce que déjà j'ai rien choisi de ce qui m'est arrivé, donc ça nous tombe dessus, et j'ai pas envie. C'est le propre de la victime. C'est ça, mais j'ai pas envie d'être vu comme ça, j'ai pas envie de me définir comme victime en fait. Qu'est-ce qui vous a permis justement quand même de sortir aujourd'hui et d'être dans ce mot que vous aimez pas, mais d'être dans la résilience? Je pense que, très sincèrement, c'est l'éducation que j'ai reçue. Je pense que c'est vraiment principalement ça qui m'a permis de m'en sortir. Parce qu'en plus de ça, j'ai arrêté l'école très tôt, justement pour fuir le domicile de mon père. Et je pense que c'est son éducation, c'est le fait qu'il m'ouvre à plein de choses, la meilleure éducation que j'ai pu avoir, c'est ça, c'est celle de mon père en fait. Et aujourd'hui, je lui dois aussi ça. Et votre père, c'était surtout de vous offrir un cadre et de vous dire, là, il faut faire ça, il faut faire à telle heure, et de vous y tenir. Et vous expliquer que c'est le fait d'être tenu et après qui vous a permis de vivre. Et est-ce que c'est justement dans cette vie-là, aujourd'hui, le fait d'avoir vécu, de vous dire, on peut continuer à vivre? Oui, c'est... en fait,
Voilà, c'est ça. En fait, je le raconte sur 200 pages, vraiment ce qui fait que j'ai continué à vivre et comment j'ai fait et grâce à qui. C'est vraiment ça. Et ce livre est un véritable hommage à ceux qui tiennent. Merci beaucoup, Louis Poisson. C'est un livre absolument magnifique. J'aurais dû être là. Louis Poisson, c'est chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Anne-Emmanuel Isaac.